Et si je te disais que ce que tu regardes en ce moment sur ton téléphone, les frappes, les incendies, les ports fermés, les lumières éteintes sur Bagdad, tout ça a été décrit mot pour mot il y a 2600 ans. Pas dans les grandes lignes, pas vaguement, avec des détails qui coupent le souffle quand on les place côte à côte avec les manchettes de cette semaine. Le nom du pays, la nature des destructions, le rôle des grandes puissances étrangères qui se battent sur son sol, le commerce qui s'arrête, les ports qui ferment, l'obscurité qui tombe sur ces villes. Ce que nous voyons se dérouler en Irak en ce moment, une guerre impliquant simultanément Israël, l'Iran et les États-Unis sur le même territoire. Personne dans les chancelleries occidentales, personne dans les salles de conférence des analystes géopolitiques ne l'avait prédit avec précision. Et pourtant 2 prophètes hébreux qui vivaient au VIe siècle avant notre ère avaient déjà décrit ce moment, avec une précision qui devrait nous arrêter. Leurs noms, Jérémie et Ésaïe. Avant d'aller plus loin, une chose doit être dite clairement. Cette vidéo ne prend pas parti. Elle ne célèbre aucune frappe, aucune mort, aucune destruction. Le peuple irakien souffre, des familles sont déplacées, des villes sont dans le noir. Ce n'est pas un spectacle, c'est une tragédie humaine réelle. Ce que nous faisons ici, c'est lire des textes anciens et observer ce qu'ils disent. Rien de plus. Et comme tu vas le voir, ce qu'ils disent est suffisamment puissant pour se tenir seul, sans manipulation, sans forçage. Pour comprendre ces prophéties, il faut d'abord comprendre ce qu'était Babylone. Ce n'était pas simplement une ville, c'était la superpuissance absolue de son époque. La New York, le Washington, le Londres du monde antique. Tout à la fois. Elle se trouvait dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à 4,25 km au sud de Bagdad. Les ruines sont toujours là. Elles ont été partiellement restaurées sous Saddam Hussein, qui, fait troublant, se voyait lui-même comme un nouvel héritier de Nabuchodonosor. C'est depuis cette ville que le roi Nabuchodonosor avait déporté le peuple juif en 586 avant notre ère et détruit le temple de Salomon à Jérusalem. Pour Jérémie et Ésaïe, Babylone n'était pas une abstraction géographique, c'était l'oppresseur, la puissance qui avait brisé leur nation. Et pourtant ce qu'ils ont écrit sur elle n'était pas une simple expression de colère nationale, c'était une vision, une description précise de ce qui allait arriver à ce territoire, pas seulement dans leur génération, mais bien au-delà. Ésaïe écrit au 8e siècle avant notre ère, 150 ans avant la chute de Babylone, à une époque où Babylone était encore en train de monter en puissance. Et voici ce qu'il écrit dans le chapitre 13. « Voici que viennent des pays lointains, des extrémités des cieux, le Seigneur et les instruments de sa colère, pour ravager toute la terre. Des pays lointains, des extrémités des cieux, pas une seule puissance régionale, mais une convergence de forces venues de directions différentes. Les États-Unis, Israël, 2 nations qui ne sont pas des voisins immédiats de l'Irak, mais qui opèrent depuis des bases éloignées, depuis des porte-avions en mer, des frappes coordonnées, simultanées, venues de plusieurs axes en même temps. Ésaïe ajoute quelque chose que l'on pourrait lire comme anecdotique jusqu'à ce que l'on regarde l'actualité. Je vais susciter contre eux les Mèdes. Les Mèdes, c'est le territoire iranien. Et dans ce conflit, l'Iran est directement impliqué, ses milices opèrent depuis l'Irak, ses missiles traversent son espace aérien, son influence politique contrôle une partie du gouvernement de Bagdad. L'Irak est littéralement le terrain de jeu de 3 puissances étrangères en même temps. Ésaïe l'avait décrit comme une convergence de nations venues de loin. Ce n'est pas une métaphore, c'est la carte géopolitique de ces dernières semaines. Jérémie lui écrit avec une froideur analytique dans les chapitres 50 et 50 et le plus long oracle prophétique de toute la Bible hébraïque, 64 versets sur un seul sujet. Et il commence par une phrase qui arrête. Babylone est prise, pas assiégée, pas en train de tomber, prise. L'annonce faite comme si c'était déjà accompli. Puis il précise. Car du nord monte contre elle une nation qui réduira son pays en désert.
le nord de l'Irak, est précisément la direction depuis laquelle des bases américaines ont été activées. La Turquie au nord abrite des bases OTAN. La Syrie au nord-ouest est un corridor utilisé par toutes les parties dans ce conflit, et c'est là que ça devient vraiment précis. Jérémie 50 et un verset 13. Toi qui es assise sur de grandes eaux, abondantes en trésors, ta fin est venue, la mesure de tes gains injustes. Assise sur de grandes eaux, abondante en trésors. L'Irak est traversé par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et sa richesse moderne, comme sa richesse antique, repose sur une ressource naturelle fondamentale. Dans l'Antiquité, c'était l'agriculture et le commerce des routes caravanières. Aujourd'hui, c'est le pétrole. L'Irak possède les 5e plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. C'est littéralement sa richesse nationale. Et dans ce conflit, le champ pétrolier de Roumaïla, le plus grand d'Irak, celui qui produit plus de la moitié du pétrole irakien, a été fermé. Les exportations sont bloquées. Le port de Bassora ne fonctionne plus. Des tankers ont été attaqués dans les eaux irakiennes. Ta fin est venue. La mesure de tes gains. L'économie irakienne ne s'est pas effondrée d'un coup, mais son infrastructure principale, le pétrole, les ports, les exportations, est paralysée en ce moment même. Jérémie avait décrit une nation dont la richesse serait coupée, dont les flux commerciaux seraient interrompus. Ce n'est pas une métaphore vague, c'est une description économique précise. Voici peut être le détail le plus frappant de tout le texte de Jérémie. Chapitre 50 et 1 verset 2. J'enverrai contre Babylone des étrangers qui la vanneront et qui videront son pays, car ils viendront contre elle de toutes parts au jour du malheur. Des étrangers. De toutes parts. Ce n'est pas une guerre où le peuple irakien combat pour défendre son territoire contre un envahisseur clairement identifié. Ce qui se passe en Irak en ce moment est exactement ça, des forces étrangères qui utilisent son sol comme champ de bataille. Les milices iraniennes sont irakiennes sur le papier, mais financées, armées et dirigées depuis Téhéran. Les forces américaines opèrent depuis des bases sur le territoire irakien. Les frappes israéliennes traversent son espace aérien. Le gouvernement de Bagdad est coincé entre toutes ces pressions simultanées, incapable de contrôler ce qui se passe sur son propre territoire. Le peuple irakien n'a pas choisi cette guerre. Il en est le terrain. Et Jérémie l'avait décrit précisément comme ça. Des étrangers, de toutes parts, au jour du malheur. Jérémie 50 et un verset 39. Quand ils seront échauffés, je leur préparerai un festin. Je les ferai boire jusqu'à ce qu'ils soient joyeux et qu'ils s'endorment d'un sommeil perpétuel dont ils ne se réveilleront pas. Et verset 57. J'enivrerai ces princes et ces sages, ces gouverneurs, ces commandants et ces guerriers, et ils s'endormiront d'un sommeil perpétuel dont ils ne se réveilleront pas. Un leadership qui disparaît, des dirigeants qui tombent, des commandants qui ne se réveillent plus. Dans ce conflit, la structure de commandement iranienne qui pilotait les opérations en Irak à travers ses milices a été décapitée. En très peu de temps, des figures qui contrôlaient des réseaux entiers de pouvoir à l'intérieur du territoire irakien ont disparu. Des princes, des commandants, des guerriers qui ne se réveillent plus. Et puis il y a ce détail que les Irakiens ont vécu dans leur chair. Jérémie 50 et un verset 30. Les guerriers de Babylone ont cessé de combattre. Ils se tiennent dans leur forteresse. Leur force a défailli, ils sont devenus comme des femmes. Ces demeures sont incendiées. Ces barres sont brisées. Ces demeures sont incendiées. Ces barres sont brisées. L'Irak a connu une panne de courant totale, nationale. L'ensemble du réseau électrique s'est effondré. Les hôpitaux ont basculé sur générateurs. Les maisons sont dans le noir. Les barres sont brisées. Dans l'Antiquité, les barres de métal fermaient les portes des villes. Aujourd'hui, les barres qui ferment un pays, ce sont ses infrastructures, son réseau électrique, ses ports, ses pipelines, et toutes ces barres sont brisées en ce moment en Irak. Mais voilà où je dois m'arrêter et poser une question que presque personne ne pose. Pourquoi l'Irak ? Pourquoi ce pays spécifique se retrouve-t-il au cœur de chaque grande crise régionale depuis 40 ans ? La guerre Iran-Irak des années 80, la première guerre du Golfe, l'invasion américaine de 2003, l'émergence de l'État islamique
Et maintenant cette guerre. Ce n'est pas seulement une question de pétrole, l'Arabie Saoudite en a plus. Ce n'est pas seulement la géographie, la Syrie est aussi au carrefour des routes régionales. Ce n'est pas seulement la fragilité institutionnelle, il y a des États plus fragiles dans la région. Alors pourquoi l'Irak revient-il toujours au centre de chaque tempête? Les textes que nous venons de lire suggèrent une réponse que la géopolitique classique ne peut pas donner. Babylone n'était pas n'importe quelle ville. C'était le symbole de la puissance humaine organisée contre quelque chose de plus grand qu'elle. Et selon ces textes, le jugement de Babylone n'est pas une anecdote historique. C'est un arc narratif qui traverse les siècles. Mais il y a dans ces chapitres une dimension que les commentateurs évitent systématiquement parce qu'elle dérange les lectures trop simples. Jérémie 50 versets 4 et 5. En ce temps-là, les enfants d'Israël viendront, eux et les enfants de Juda ensemble. Ils marcheront en pleurant, et ils chercheront le Seigneur leur Dieu. Venez, attachons-nous au Seigneur, par une alliance éternelle qui ne sera pas oubliée. Au milieu du texte sur la destruction, Jérémie insère une image de retour et de réconciliation. Et puis verset 20. On cherchera l'iniquité d'Israël et il n'y en aura plus, car je pardonnerai à ceux que je laisserai subsister. Le jugement n'est pas la conclusion. C'est une étape dans quelque chose de plus grand. La destruction de Babylone dans ce texte n'est pas une fin en soi. Elle libère quelque chose. Elle ouvre un espace pour une restauration. Le peuple irakien, les Irakiens ordinaires qui vivent dans le noir en ce moment, qui ont peur pour leurs enfants, qui ne comprennent pas pourquoi leur pays est encore une fois au centre de la tempête, ces gens-là ne sont pas définis par le rôle géopolitique de leur territoire. L'Irak, c'est la Mésopotamie. La première écriture humaine vient de là. Les premiers codes de loi viennent de là. L'agriculture organisée vient de là. Ce peuple a une profondeur historique que peu de nations peuvent revendiquer. Et selon le texte de Jérémie, le dernier mot n'est pas la ruine. 2 prophètes, 2 siècles d'intervalle, aucun lien entre eux dans leur contexte d'écriture. Ésaïe qui décrit une convergence de nations venues de loin. Jérémie qui décrit avec une précision chirurgicale des étrangers qui se battent sur ce sol depuis toutes les directions, une richesse commerciale coupée nette, un leadership décapité, des infrastructures brisées, un pays plongé dans l'obscurité, et une cohérence interne saisissante quand on place leur texte à côté des événements que nous observons. La question que je veux te poser dans les commentaires, c'est celle-ci. Quand tu regardes ce niveau de correspondance entre des textes très anciens et des événements très concrets, est-ce que ça change quelque chose à la façon dont tu lis l'actualité du Moyen-Orient? Est-ce que ça modifie le regard que tu portes sur le peuple irakien? Ces millions de personnes qui ne choisissent pas d'être au centre de cette tempête, mais qui la vivent dans leur chair chaque jour. Laisse ta réflexion dans les commentaires. Pas des certitudes, des vraies questions. C'est là que les meilleures discussions commencent. Si cette vidéo t'a aidé à voir les événements sous un angle différent, abonne-toi et active la cloche. Et si tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui suit le Moyen-Orient et qui n'a jamais envisagé cette dimension, partage cette vidéo avec lui. Parce que cette conversation mérite d'être entendue par plus de monde